Merci Richard, merci, bonjour. Toujours un plaisir de vous revoir et d'être avec vous aujourd'hui pour cette panel. Je me rends compte que je vous suis et je parle tout de suite en français. Je veux peut-être dire bonjour d'abord à mes invités avant de changer la langue, évidemment. Nous avons ici avec nous aujourd'hui, évidemment, Monsieur Tidjane Thiam, qui n'a pas besoin d'introduction. Nous n'avons pas besoin de présentation. Eux deux, les envoyés spéciaux de l'Union africaine. Évidemment, un autre homme d'affaires du continent, le célèbre M. Tony Elumelu. Cet après-midi, aujourd'hui, nous serons en train de parler de l'Afrique résiliente. Évidemment, nous avons vu la résilience de l'Afrique depuis le mois de janvier, quand cette pandémie nous a touchés. J'aimerais peut-être poser quelques questions à mes invités pour savoir comment est-ce qu'eux vivent cette Afrique résiliente, quelles sont leurs réflexions sur la réaction des Africains et de nos leaders politiques à travers ces 3 mois. Je vais poser peut-être la première question à Madame Ngozi Okonjo-Iweala, évidemment. So I'm coming to you for the first question. Je viens vers vous pour la première question avec l'Afrique résiliente et comment l'Afrique est en train de vivre la pandémie du Covid-19 et comment les choses se passent avec le MFI, avec la Banque mondiale, etc. Et donc, vous avez vous-même fait des analyses de savoir comment les choses se passent et pourquoi, comment cette croissance est maintenant à 0%. Comment est-ce que vous pensez que l'Afrique se comporte en ce moment face à cette pandémie et ce que le continent africain est en train de faire? Eh bien, merci beaucoup Vera. Eh bien, je dois vous dire que vraiment l'histoire du continent, ça a été plutôt, l'expérience du continent a été plutôt positive jusqu'au moment où la pandémie est arrivée. Si vous vous souvenez, le FMI avait fait une projection pour 2020 d'une croissance de plus de 6% dans une croissance mondiale de 3,3%. Donc, il y avait une croissance robuste et puis la pandémie est arrivée. Et cette pandémie a été un choc incroyable pour nous qui a eu comme résultat d'avoir les prix de nos exportations qui ont complètement baissé et en même temps nous avons eu des difficultés avec les prix à l'export, les prix des produits que nous importons aussi ont augmenté, les paiements ont baissé, le tourisme est très très bas, les devises malheureusement ont été dévalorisées, donc tout, et puis nous avons eu des fuites de capitaux, et puis donc tout cela, eh bien ça vient d'un événement qui ne vient pas de nous, qui est externe, et donc je pense que notre continent a vraiment agi comme il fallait. Nos leaders ont réagi d'une façon responsable et avec un sens du devoir et d'unité incroyable. Et je pense que aussi beaucoup de résilience qui vient de l'expérience que nous avons appris du passé avec des maladies infectieuses comme l'Ebola, qui nous a permis de développer des systèmes et donc ça vraiment c'est ce que nous pouvons dire. Mais lorsqu'on parle des actions de nos leaders qui ont mis en place le confinement, qui a été très difficile avec la distanciation sociale, et vous savez que 70% de nos peuples travaillent à l'extérieur, donc c'était très courageux d'une façon politique. Ça veut dire que les gens ne pouvaient pas aller gagner leur vie tous les jours, mais bien malgré tout cela, eh bien nos leaders ont aussi mis en place des mesures économiques et ils ont essayé de faire des plans, des stimulants fiscaux de 0,3% par rapport à ce qui est fait dans les pays riches, qui est de 8 à 10%. Ils ont suspendu les taxes douanières, la TVA, etc., ce qui a amené un peu de liquidité pour nos affaires, pour nos commerçants, mais ce n'est pas suffisant. Et avec l'étendue du choc dont nous souffrons, eh bien,
nous devons vraiment avoir plus de soutien pour que nous puissions continuer sur notre chemin. Et je veux juste vous dire dans ce segment que l'unité, le sens du devoir du continent a été complètement évident, que l'Union africaine s'est rassemblée et a décidé d'amener des équipements ensemble. Ils ont mis en place les envoyés, les 5 envoyés spéciaux. Et vraiment, nous allons nous battre contre cette pandémie en étant unis, pardon, dans l'action et dans ce que nous faisons. Merci beaucoup pour cette réponse très forte et je pense que ça voit que nous sommes tellement résilients et vraiment les efforts que nous avons faits. Tidjane, je vais maintenant vers vous et nous savons que par exemple comme la Côte d'Ivoire a 1,2 milliard de dollars, millions de dollars pardon, qui a été mis en place pour se battre contre le coronavirus. Il y a le Sénégal, le Ghana a aussi mis en place vraiment des plans de relance et bien avec ces plans de relance malheureusement ce n'est pas assez et puis on a vu qu'il y a vraiment la résilience pour pouvoir permettre au secteur privé de faire quelque chose et les ministres des Finances en ce qu'ils se sont rencontrés à la fin mars ils ont demandé à ce qu'il y ait un arrêt sur la dette, sur le remboursement de la dette. Que pensez-vous de cela puisque vous plaidoyez pour cela depuis tellement longtemps? Où en sommes-nous dans cette conversation? Oui, bonjour à tous, je veux dire bonjour à tous mes amis et je veux juste passer 10 secondes à remercier mon ami Richard et pour organiser des événements comme cela. C'est vraiment très très bien, je suis très heureux de participer avec des milliers d'entre nous. Donc pour répondre à votre question, je pense que avec les défis que nous avons en Afrique en ce moment, eh bien je pense que nous devons en parler en termes assez simples, avec l'influence des capitaux. Le tourisme, les exportations, etc. Les prix, et puis évidemment l'évasion fiscale, et puis les capitaux qui ne sont pas vraiment là, malheureusement. Donc ça nous a, on a pu créer donc une pression forte dans les pays africains, et nous avons une situation qui, je pense, est très négative. Et donc nous avons une situation qui est ce qu'on appelle une trésorerie négative et qui ne vient pas en Afrique. Et vraiment, c'est ce qui a amené cet élan pour un arrêt de la dette, puisque nous sommes dans un environnement très difficile et nous voulons être certains que nous sommes solvables. Et donc, le G20, comme vous le savez, verra a sponsorisé des événements et a fait des choses pour pouvoir faire un arrêt du remboursement de la dette. Mais au-delà de cela, eh bien, nous parlons aussi, nous faisons aussi des choses avec, comme le sait Ngozi, parce que en Afrique, nous avons essayé de faire des choses et d'une certaine façon, l'accès des marchés des capitaux a été présent, mais malheureusement, maintenant, avec ce choc de la pandémie, nous allons mettre en place des instruments de financement, de nouveaux instruments de financement grâce à la communauté internationale. Donc nous travaillons sur ce concept en ce moment et je veux juste réitérer que les conséquences que nous avons, dont nous faisons face à cause de ces événements, eh bien nous voulons être certains que nous n'allons pas avoir une combinaison de la grippe espagnole et la dépression des années 29 et 30. Ce serait un événement vraiment complètement qui n'a jamais existé. Nous verrions un PIB qui s'effondrerait, nous verrions que les conséquences sur nos économies en Afrique seraient énormes et donc nous devons être proactifs, nous devons anticiper et nous devons prendre des mesures pour s'assurer que nos populations aient accès à l'éducation, à la santé, etc. Et donc nous pouvons continuer à avoir une amélioration sur les conditions de nos populations, ce que nous avons vu depuis 2 décennies déjà en Afrique.
Oui, merci beaucoup, Tidjane. Et je pense que c'est très important ce que vous dites. Depuis les 2 dernières décennies, l'Afrique a vraiment changé d'un pays où 75% des pays sur le continent étaient des pays à bas revenus vers un continent où 75% de ces pays commencent à devenir, à avoir une classe moyenne ou est déjà une classe moyenne. Et donc, vous avez l'accès au marché des capitaux. Et donc nous espérons que chaque pays a réitéré qu'ils ne vont pas s'arrêter là sur le continent et nous allons continuer de travailler avec le secteur privé pour s'assurer qu'il y a des résolutions à nos problèmes. Je pense que toutes les personnes qui sont allées à Lagos, il y a un hôtel à Lagos, le ECA a fait du travail et un des gros secteurs qui souffre en ce moment, c'est le secteur de l'hospitalité, évidemment, bien sûr le secteur du tourisme et surtout les femmes. Hein, Tony, vous allez en parler. Hein, vous avez été un champion de l'emploi pour les jeunes et s'assurer que les femmes avaient accès aux affaires. Mais malheureusement, avec le choc du manque de tourisme en ce moment, que voyez-vous comme réponse ou pour être certain que nous pourrions revenir d'une façon meilleure? Vous êtes vraiment la démonstration de la résilience au Nigeria. Vous avez amené de l'énergie renouvelable. Comment se passent les choses en Afrique pour être certain que lorsqu'on recommence à construire, eh bien, nous pourrons relever les jeunes et les femmes? Eh bien, merci beaucoup. Je veux dire merci à mon ami Richard pour que cet événement se passe. Je sais qu'il essaie toujours de lancer une bouée en Afrique et c'est génial, j'adore. J'aimerais commencer tout d'abord par dire que au niveau du secteur de l'hospitalité, ça va au-delà. Cette pandémie est très sérieuse. Et sans cela, je pense que l'économie de l'Afrique était déjà stressée. Et je peux vous dire, moi, la façon dont je vois les choses. Euh, une des choses que j'ai constatées, j'ai vu que nous sommes dans 20 pays africains. Hein, et donc, tout d'abord, 10%, moins de 10% de nos clients ont plus de 1 000 $ en moyenne dans leur compte en banque. Et ces 10% des personnes comptent pour 75% de nos affaires, de nos dépôts. Et cela, c'est à travers les 20 pays, c'est-à-dire 20 millions de personnes. Nous constatons du chômage malheureusement très fort qui est inacceptable. Et nous voyons aussi d'autres problèmes et nous parlons aujourd'hui d'alternatives pour l'Afrique jour par jour. Et notre amie Ngozi a très bien exposé les choses et elle a travaillé très dur lorsqu'elle était ministre des Finances et en consultation avec les Nigeria. Et donc les choses sont maintenant se sont arrêtées. Et pour moi, c'est un type de sécularité qui ne doit pas continuer. Donc ça va au-delà du secteur en Afrique. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Cette interruption a vraiment été très forte, cette interruption de 2020. Et de mon point de vue, je pense que cette interruption a été très difficile. Et vraiment la chose pour tous, c'est comment nous pouvons redémarrer l'Afrique. Comment nous pouvons, nous parlons d'interruption, mais comment est-ce que nous allons pouvoir continuer comme ça? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que nous n'allons pas encore demander aux pays riches, et je ne veux pas qu'on recommence à faire cela. C'est embarrassant pour nous, il faut redémarrer, il faut recommencer. Il faut qu'on puisse savoir comment nous pouvons refaire les choses.
Et je pense que je sais très bien pour le travail que nous faisons en ce moment. Pour moi, je pense que c'est cela dont on devrait parler pour avoir de l'aide, pour amener de l'aide et pour aider et trouver des solutions avec cette aide et nous puissions regarder les choses d'un aspect plus fondamental. Que pouvons-nous faire, nous, en tant que pays, que lorsque cette interruption arrive, que ce soit une interruption économique, une interruption numérique, eh bien, nous pouvons vraiment nous préparer et y faire face comme il le faut. Et donc, que ce soit par exemple comme un plan Marshall qui vient des années 40, le plan Marshall, nous devons tous nous mobiliser comme ça. Tous les pays africains, que ce soit pas le tourisme, le secteur du tourisme, le secteur de l'énergie ou autre chose, non, tout le monde, nous devons tous nous occuper de ces problèmes existants et surtout pour mettre en place des choses. Et lorsque je vois tout cela, si nous pouvons réparer un petit peu, si nous pouvons mettre en place un plan Marshall dans le secteur, par exemple l'énergie, l'accès à l'électricité qui est la base fondamentale, eh bien nous pouvons commencer à avoir une conversation pour être certains que nous n'allons pas recommencer encore et encore. Nous devons, le continent doit accepter que cette interruption est là et qui va rester pour le moment. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, nous aurons, tout ira bien, mais nous devons avoir des solutions maintenant et je pense que nous avons l'opportunité maintenant. Nous pouvons mettre quelque chose en place. Regardez des gens comme avec qui nous travaillons, qui sont des grands Africains. Et je pense que vraiment, c'est pour que ça puisse fonctionner. Eh bien, nous devons pouvoir soutenir les nouveaux chefs d'entreprise africains, des jeunes qui ont de l'ambition, qui croient en l'avenir. Et qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Ça a montré que l'accès à l'électricité, c'est sûr que ça puisse apporter vraiment de la stabilité, la création d'entreprises, etc. Si nous pouvons amener cette jeunesse et si nous pouvions les mettre en premier plan, eh bien nous pourrions vraiment nous occuper de beaucoup de ces problèmes. Et ça, j'en avais déjà parlé de cela. Nous devons nous occuper de cette migration des jeunes qui partent et nous devons vraiment nous en préoccuper. Il y a encore des choses pour nous à faire. Nous ne pouvons avoir plus de dettes, demander plus d'argent. Et ça, c'est très clair. Et nous devons nous occuper de cela à pleine main, d'une façon très forte, pour être certains que nous allons vraiment pouvoir aller vers l'avant et d'amener tout le monde avec nous et de voir que nous pouvons nous occuper des problèmes et mettre en place des systèmes qui puissent s'occuper de ces problèmes à venir avec des jeunes qui ont cette ambition et qui sont ambitieux économiquement. Merci beaucoup, merci Tony, merci beaucoup. Je pense que si peut-être je peux être provocatrice, l'Afrique a déjà un plan, ça s'appelle l'agrément de libre-échange de la zone Afrique. Et je pense que si nous cherchons un plan pour redémarrer et pour aller vers l'Afrique, c'est ça le plan. Et donc je pense, est-ce que le continent africain peut utiliser cet agrément avec ce qui se passe en Afrique en ce moment? Et on voit des jeunes scientifiques au Sénégal qui font des recherches et qui créent des masques, qui fabriquent des ventilateurs, des femmes qui font de la couture pour les masques, etc. Donc lorsqu'on parle de que l'Afrique soit résiliente, eh bien absolument. La question est de savoir qu'avons-nous besoin de
plus pour être certain que nous allons au-delà. Vous parlez de la dette et de l'accès au marché des capitaux. Eh bien, je ne sais pas si je peux vous poser cette question, Tidjane, on parle du développement des marchés des capitaux et comment est-ce qu'on peut se développer sans l'accès au marché des capitaux. Parlez-nous un petit peu de cela. Que peut faire l'Afrique pour essayer de rendre les choses plus No, faciles? thank you very Oui, much. merci beaucoup. Je vais essayer je vais pas essayer d'être très long, mais je suis tout à fait d'accord avec Tony. Parce ce que je dis, c'est qu'on ne voit pas assez de chefs d'entreprise. J'ai passé beaucoup de temps à travailler en Asie, à faire des affaires avec l'Asie depuis 20 ans. Et la caractéristique unique, c'est combien de Tony et Lumilou il y a en Asie. Si vous regardez les chiffres, c'est à peu près 65% de la création de richesses, eh bien, c'est tout d'abord en Asie, 65%. D'accord? Et c'est fait par des jeunes, pardon. Si vous regardez par exemple à l'Europe, 60% de la richesse vient de la 5e ou la 6e génération, c'est-à-dire que c'est le grand-grand-père, l'arrière-grand-père qui a commencé cette richesse. Mais le dynamisme que l'on voit, surtout en Chine, c'est quelque chose qui provoque la création de la richesse. Et beaucoup de ce que les pays ont besoin à faire, c'est de faire la promotion d'une classe de chefs d'entreprise, parce que c'est ce qui amènera une nouvelle économie, générer des ressources qui puissent créer de la richesse. Et nous savons ce que nous devons faire, hein, c'est sûr, pour y arriver. Mais il doit y avoir un objectif explicite. Et en ce qui concerne l'accès des marchés des capitaux, eh bien, nous allons avoir besoin de nouveaux capitaux. Nous allons avoir besoin des gouvernements, d'institutions privées pour créer ce pont entre le secteur privé et le secteur public. Donc on peut l'utiliser comme un investissement, comme par exemple Tony a parlé de l'énergie, il a parlé de développement, il a parlé de projets qui ont été financés d'une façon privée. Et donc, les investissements dans l'éducation, l'investissement dans la santé, dans l'infrastructure, c'est quelque chose que nous devons faire. Et c'est quelque chose qui doit se passer. Je suis tout à fait d'accord avec Tony. Nous devons sortir de ce cycle de restructuration constamment. Si vous prêtez de l'argent à un ami, et puis votre ami vient vous dire constamment, oh, mais il faut oublier ma dette, il faut oublier ma dette. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc de continuer comme ça sur le même cercle vicieux où on demande de changer les termes de la dette, de changer. Il faut vraiment se mobiliser assez de ressources et de plusieurs millions de dollars. Hier, nous avons parlé d'un plan de 1,3 sur un continent de 1,3 milliard de personnes. C'est dans notre intérêt de pouvoir développer l'Afrique. Parce que l'autre scénario, eh bien que ça serait le contraire, ça n'irait pas du tout. Thank you so much. Ngozi, Merci I'm coming beaucoup, to you. merci beaucoup. Vous travaillez, Ngozi, vous avez travaillé avec une société de développement durable lorsqu'on parle de l'avenir. Et je dois aussi vous dire rapidement, au niveau des vaccins, nous savons que l'Afrique a besoin de se diversifier dans leurs activités. Quel est votre message en ce qui concerne un vaccin à découvrir? Et tout le monde se pose la question en ce moment où nous avons l'OMS qui est là. Est-ce que le vaccin sera là pour recevoir les vaccins? Est-ce que l'Afrique sera là pour recevoir les vaccins? Oui, ça c'est beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Mais je veux revenir sur ce qu'a dit Tidjane et Tony et parler un petit peu de cela peut-être en amenant une autre question. La première chose que je voudrais dire, c'est comme Tony l'a dit, on peut peut-être considérer cette crise, cette pandémie comme une opportunité lorsqu'on voit ce qui s'est passé par exemple dans la chaîne de procurement. Eh bien, nous savons que les masques
les équipements médicaux dont nous avons besoin. Eh bien, la plupart des fournisseurs sont à l'extérieur du continent africain. On a parlé de l'agrément de libre-échange de la zone Afrique. Eh bien, nous devons être certains que ça soit la réalité. Nous devons compter sur nous, où nous avons un plan, où nous sommes spécialisés, où nous avons des pays qui sont spécialisés dans la manufacture de choses dont nous avons besoin. Comme ça, nous pouvons faire du commerce avec d'autres pays. Par exemple, l'industrie pharmaceutique. L'ECA a fait du travail qui a montré que c'était des produits pharmaceutiques, 40% qui étaient fabriqués sur le continent. Comment est-ce que nous pouvons considérer ces opportunités lorsque nous sortons de cette crise? Pourquoi on ne se spécialise pas dans des produits pharmaceutiques? Il y a des pays qui pourraient faire des choses. Il y a déjà l'Afrique du Sud, le Nigeria, ils font déjà des choses comme ça avec les produits pharmaceutiques ou d'autres zones, d'autres choses où nous pourrions avoir un avantage compétitif qui pourrait créer de bons du bon travail pour nos jeunes donc ça produirait du travail et puis ça pousserait à la création d'entreprises pour des jeunes chefs d'entreprise et des femmes aussi. Alors que nous reconstruisons, eh bien nous voulons mettre la femme sur le devant. Nous devons écouter les femmes lorsqu'on parle de l'avenir et nous devons vraiment les mettre dans le plan d'avenir. Donc je veux vraiment souligner ce point, du travail, du travail, du travail. Qu'allons-nous faire pour pouvoir nous développer comme ça, nous pouvons créer le travail dont nous avons besoin. Nous allons avoir le plus grand nombre de jeunes dans le monde en 2050. Il faut qu'on puisse regarder vers l'avenir. Alors, en ce qui concerne votre question sur les vaccins, eh bien, vous pouvez constater qu'il y a une course qui est en route en ce moment, une compétition pour savoir qui va trouver le vaccin. Et pour nous, ça doit être une solution durable pour la crise actuelle. Eh bien, tous les systèmes qui sont durables à travers le monde, vous avez les pays riches qui ont des systèmes de santé qui sont très forts. Donc, en regardant vers l'avenir, il faut des solutions durables pour le continent africain. Et nous espérons que ceux qui travaillent sur des vaccins en ce moment, il y a des scientifiques africains qui sont engagés. Le CDC africain a fait du très bon travail et même les CDC, les centres donc contre la maladie, dans certains pays ont fait du bon travail. Lorsqu'on parle des vaccins, il y a un effort mondial qui se passe en ce moment et nous avons Gavi qui est donc le directeur de l'Alliance pour les vaccins. Nous avons un comité qui a été mis en place et nous travaillons tous pour savoir que lorsque les vaccins deviennent disponibles, eh bien, ça devrait être un bien public, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir une question de profit pour les entreprises qui le fabriquent, mais ça devrait être disponible pour tout le monde, pour tout le monde, et à un prix abordable. Donc ça, c'est un objectif que nous avons. Et donc, si cela se passe, eh bien, nous voulons être certains que l'Afrique ne sera pas la dernière, que tout le continent sera prioritisé, nous aurons la priorité et il y aura beaucoup de quantité, beaucoup de volume de vaccins qui devra être fabriqués et Gavi, avec cet engagement du marché, eh bien, nous avons décidé que nous allions procéder comme cela. Donc, ne vous inquiétez pas, nous serons la priorité. Ne vous inquiétez pas. Merci, merci beaucoup. Je pense que pour terminer cette conversation sur l'Afrique résiliente, eh bien, en Afrique de l'Est, pardon, nous avons un taux de croissance du PIB le plus important sur le continent africain. Et je pense que nous devons continuer à croire que nous allons recommencer. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Kenya, avec le travail qu'ils font avec l'ACT pour être certain que les jeunes ont du travail, que l'Afrique est résiliente, que tout ce qui sort du Kenya est utilisé en Asie, à New York.
Et est-ce que nous pouvons numériser cela? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur les marchés des capitaux? Et je pense que nous avons tous les outils pour devenir plus résilients et pour être certains que nous n'avons pas cette sécularisation dont Tony a parlé tout à l'heure. Donc, alors que nous continuons ce débat, nous voulons être certains de savoir ce que nous faisons pour devenir meilleurs et être là après cette crise. Merci pour cette conversation et merci, restez bien en sécurité. Et merci à toutes nos infirmières qui sont sur le terrain pendant cette crise. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci une fois de plus, Richard, pour cette opportunité. Je vous remercie et je vous rends le micro. Merci Vera. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci. Stay safe. Thank you, Vera. Thank you very Merci much. Vera, Tidjane. merci. Thank you, Ngozi. Merci Ngozi, merci Tidjane, merci Tony, c'était une conversation très motivante et je pense qu'il y a un message qui est sorti, c'est essayons d'avoir plus de faits en Afrique après cette crise, que ce soit des idées, des produits, tout fait en Afrique. Maintenant, c'est très très clair que cet appel à l'action qui vient de joueurs et de personnes essentielles du secteur privé, des gens qui ont de l'expérience économique. Mais nous voulons entendre parler de vous dans l'assistance. Nous voulons donc voir maintenant notre deuxième question. La deuxième question, c'était donc qui seront les partenaires clés de l'Afrique sur la voie de la reprise? Et donc, après cette crise, donc vous avez plusieurs options. Vous avez la première option, c'est l'institution multilatérale internationale, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, les partenaires traditionnels. La deuxième option, ça serait les partenaires commerciaux principaux. On travaille beaucoup avec la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, etc. La troisième chose, ce serait les institutions régionales africaines, que ce soit la BAD ou l'Union africaine. Et puis évidemment, la dernière chose, le secteur privé. Votons et voyons, qu'est-ce que vous considériez qui sont les partenaires clés de l'Afrique sur la voie de la reprise? Les résultats intéressants, c'est assez équilibré. On voit que les institutions multilatérales, autant que les institutions générales et régionales africaines, et autant que les secteurs privés, ça veut dire que tous, nous devons travailler ensemble pour pouvoir être des vrais partenaires de l'Afrique.